L'échiquier international, très heureux de vous retrouver comme à chaque fois. Mais que se passe-t-il donc sous le ciel marzanien? Presque 10 jours d'affilée où les murs des palais ne sont pas assez épais pour étouffer la contestation populaire. Rien que samedi, hier, des rassemblements se sont tenus dans l'ensemble du territoire à l'appel du groupe non identifié d'ailleurs, le Gen Z 212. Beaucoup de jeunes donc armés de leurs smartphones et qui capturent des images, lesquelles laissent apercevoir des services de police acculés, pris au dépourvu, débordés nerveusement. Un mouvement de protestation qui affirme être en dehors des partis politiques et réclame une amélioration des services publics en général. Comment est-on arrivé là? Est-ce qu'il n'y avait pas des signes avant-coureurs concernant cette mobilisation générale? On en parle avec notre invité du jour. À tout de suite. Gen Z 212 étant l'indicatif téléphonique du pays. Gen Z 212, ce syndrome donc d'une crise politique marocaine larvée il y a quelques mois, mais qui explose aujourd'hui, une crise économique, sociale et politique. Beaucoup de jeunes dans ces mobilisations, sachant qu'une moitié de la population des jeunes sous le ciel merzanien est au chômage. On essaye d'en savoir un peu plus avec notre invité du jour, Jacob Cohen. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé comme à chaque fois, Jacob Cohen, auteur, analyste. Merci encore d'être des nôtres. Alors, Jacob Cohen, la mobilisation, on l'a dit, est à son 9e jour. Toutes les villes marocaines sont concernées. Les images qui nous parviennent ont montré les services de l'ordre acculés, débordés. 3 personnes ont été tuées d'ailleurs lors de ces affrontements avec les forces de l'ordre au sud du pays. Le marqueur de cette mobilisation est la jeunesse. Vous qui êtes marocain, est-ce que vous êtes surpris par cette agora de la colère que connaît le Maroc? Non, si je suis surpris, c'est que cette révolte ne soit pas arrivée plus tôt. Parce qu'en fait, la crise pouvait... Vous savez, j'étais maître assistant à la fac de droit de Casablanca dans les années 80, et déjà le problème se posait, c'est-à-dire le régime retardait l'arrivée de ces jeunes, il ouvrait des universités partout. Pas seulement à Casablanca, à Marrakech, mais même dans les petites villes, Oujda, Stade, etc., donner des bourses, mais former des dizaines de milliers de jeunes à des diplômes qui ne débouchaient pas sur une fonction intéressante. Pourquoi? Parce que d'abord, la fonction publique, elle est assez saturée, donc elle ne peut recruter qu'un petit nombre. Le secteur privé recrute pour les cadres supérieurs. Il y a des instituts privés très chers, mais qui forment de très bons cadres. Donc, en fait, il y a des dizaines de milliers qui arrivent sur le marché du travail et qui ne trouvent pas un vrai travail. C'est-à-dire, bon, ils se débrouillent, il y a la famille, etc., ils prennent des petits jobs. Et à un moment donné, bon, ben, ça devient impossible. Et d'ailleurs, moi, je me disais, mais enfin, c'est arrivé, ça fait 20 ans, ça fait 20, 30 ans que la révolte couvre, que les problèmes sont là. Il a fallu qu'il y ait une étincelle. A priori, l'étincelle aurait été les 8 femmes qui ont trouvé la mort dans un hôpital à Agadir parce qu'elles devaient accoucher. Et peut-être ça, parce que en fait, il y a 3 gros problèmes au Maroc. Bon, il y a l'éducation qui est dans un état lamentable. Il y a même des familles moyennes, vraiment, qui gagnent à peine le SMIC, qui sont obligés d'envoyer leurs enfants dans des écoles dites privées, mais qui sont à peine moins déplorables que le secteur public, la santé et le logement. Mais ces problèmes ne font que s'aggraver. Et à un moment donné, il y a une étincelle et ça a pris, voilà. Alors une moitié, on le rappelle, une moitié de la jeunesse au Maroc a du mal à trouver un emploi, ou plutôt est au chômage, disons les choses directement. Mais c'est une jeunesse décomplexée, Jacob Cohen, en ce sens. Elle interpelle, elle demande des comptes avec comme mot d'ordre. On en a marre des inégalités, on en a marre de la corruption. Au Maroc, vous l'avez un peu dit, vous allez nous en dire encore un peu plus, mais les inégalités sociales restent un problème majeur avec des fortes disparités régionales et un fossé entre le secteur public et privé. C'est un vrai problème. Oui, mais ces problèmes-là
existe depuis toujours. Ça fait partie du système de la nature du régime au Maroc. Et en fait, ces jeunes, pour moi, ils ne vont pas au fond des choses, c'est-à-dire ils ne vont pas à la racine du problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas aller à la racine, parce qu'il y a le tabou des tabous, c'est le roi, c'est la monarchie. Or, ce système, il a été établi par Hassan II, renforcé par Mohamed VI. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que le roi, alors que la monarchie, quand elle est revenue au pouvoir en 1956, elle n'avait quasiment pas d'argent. Aujourd'hui, la fortune royale est estimée à 7 ou 8 milliards de dollars. Et c'est Forbes qui le dit, hein, c'est pas moi. Et donc, on sait que le roi aussi, actuel, il participe à toutes les grandes entreprises du pays, agricoles, industrielles, commerciales, la voiture, des voitures, etc. Et donc, la corruption, c'est pas le ministre, c'est pas les ministres, c'est la monarchie qui donne le ton. Or, en fait, le tabou absolu au Maroc, c'est de toucher au roi. Et donc, il reste, et d'ailleurs, hier matin, samedi matin, j'ai lu une lettre adressée par le collectif des jeunes à Sa Majesté, très respectueuse, etc., lui disant de changer de Premier ministre et de lutter contre la corruption. Très bien, il pourrait changer de Premier ministre, mais ça ne changera pas grand-chose. En fait, le problème avec cette jeunesse, et d'ailleurs le Maroc en général, et ça c'est le problème du pays par rapport aux autres pays. Si on le compare par exemple au Sri Lanka ou à Madagascar, des révoltes peuvent amener un changement de régime. Et donc, ou bien un vote peut amener un changement de régime. Au Maroc, c'est impossible. Il y a la monarchie qui dicte, il y a une, comment dire, c'est un système féodal. C'est-à-dire, malgré la Constitution, la monarchie reste toute puissante. Et donc, personne n'oserait aller à l'encontre de la volonté royale. Donc, finalement, les protestataires vont obtenir des petites retouches comme ça, mais n'obtiendront jamais, n'exigeront jamais un vrai changement du régime parce que c'est impossible. Parce que c'est le roi, la monarchie, qui est à la racine de ce système. En effet, les colères de ces jeunes ciblent certaines pontes, comme vous l'avez dit, comme le chef du gouvernement, M. Aziz Ranouch. Mais c'est vrai, Jacob Cohen, on va laisser le roi de côté, mais c'est vrai que ce Aziz Ranouch concentre beaucoup de critiques, puisqu'en plus d'être Premier ministre, ce dernier fait partie des hommes les plus riches du royaume. Il posséderait la société de distribution, il possède officiellement la société de distribution de carburant Efleria. Aziz Ranouch illustre d'une certaine façon cette plutocratie marocaine qui est de plus en plus décomplexée par rapport à la prébende et par rapport à la mainmise de l'argent au sein de l'organigramme politique du Maroc. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que si on enlève Ranouch et on met Barrada ou Bnani ou un autre, le système reste, en fait. C'est ça le problème. Vous, le système, c'est le roi. Le système, c'est que... D'accord. Tant qu'on ne dit pas que, vous savez, je vais vous dire, les Marocains, en général, ils ont une trouille terrible par rapport au roi. Et je vais vous raconter une anecdote qui montre à quel point il y a une peur, une trouille et une lâcheté. En 1999, lorsque le roi est monté au pouvoir, on l'avait appelé le roi des pauvres. Bon, on avait monté cette propagande, etc. Il s'est trouvé un homme qui s'appelle Cheikh Yassine, qui a fondé l'association L'Adl Wal Ihsan et qui a écrit une association, disons, tolérée, mais harcelée par le pouvoir, très religieuse, et qui a écrit une lettre ouverte au monarque. Imaginez le courage qu'il a eu, demandant au roi de mettre sa fortune personnelle au service des pauvres, au service de la justice, de l'éducation, etc. Et à l'époque, la fortune royale se montait à 5 ou 6 milliards de dollars. Évidemment, tout le monde a condamné cette lettre. Il avait osé dire la vérité, en fait, que tout le monde connaît. Et c'est cette vérité-là qu'on occulte. Il y a une fortune du roi dont on peut se demander sur quelle base elle a été réalisée. Et deuxièmement, est-ce que, par exemple, le roi peut se soumettre à des règles constitutionnelles strictes?
parce qu'il y a une constitution. Mais en fait, le roi fait ce qu'il veut. La parole royale est d'essence divine. Et ça, tous les Marocains sont obligés, ils s'obligent à l'accepter. Voilà. Vous parlez d'une monarchie constitutionnaliste, ce que n'est pas le Maroc, mais beaucoup de pays, par exemple européens, le sont, comme par exemple la Hollande ou un peu l'Angleterre, même si c'est un cas particulier. Alors, allez-y, oui, je vous en prie, allez-y, Jacob Cohen. La différence entre le Maroc, la monarchie marocaine et les autres monarchies, et c'est pour ça que rien ne peut changer. Enfin, je m'arrête là. C'est-à-dire, la différence, c'est que les autres monarchies sont d'essence constitutionnelle. Ça veut dire il y a une séparation des pouvoirs, il y a des règles, on les respecte, etc. Au Maroc, le roi, c'est un personnage sacré. Et le problème, c'est que tous les Marocains, en tout cas toute la classe politique, toute la classe médiatique, les syndicats, etc., ont intériorisé cette soumission au roi qui est d'essence divine. Ça veut dire qu'il suffit qu'il fronce les sourcils pour qu'il soit obéi. Voilà, c'est ça. Et on ne peut pas dire au roi, Majesté, cela n'entre pas dans vos prérogatives. Enfin, c'est inimaginable. Et donc, c'est cette mentalité, c'est cet état d'esprit qui existe et d'ailleurs, regardez par exemple aujourd'hui, les médias, ils tapent sur Khanouch, ils tapent sur le gouvernement, etc. Mais ils voudraient bien parler du roi, mais ils ne pourraient jamais parce qu'ils se retrouveraient derrière les barreaux. On va en parler encore du roi. Peut-être que ce qui se passe aussi démontre une certaine crise au sommet de l'organigramme de la monarchie. On va en parler dans quelques minutes. Alors, un mot sur ce groupe, si vous voulez bien, Jacob Cohen, le fameux Gen Z 212 qui concentre cette agora contestataire. On parle de 250 000 membres composés de jeunes Marocains, dont beaucoup sont issus de la diaspora d'ailleurs, des jeunes nés entre 1995 et 2012, armés de smartphones, et les messages qu'ils diffusent sur le réseau social, le fameux réseau social Discord, démontrent une volonté de réforme qui appuierait une modernisation, une sorte de modernisation du Maroc. Mais c'est aussi peut-être un paradoxe, en tout cas c'est une caractéristique sociologique assez drôle, puisqu'on parle à la fois d'une révolte numérique et une révolte des jeunes modestes, pour pas dire désœuvrés. Qu'est-ce que vous savez de ce fameux groupe, le Gen Z 212? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ce sont tous ces jeunes qui, entre 20 et 30 ans, disons, ou entre 18 et 28 ans, qui traînent, qui sont, pour la plupart, ont des diplômes universitaires, donc ils ont une formation, mais qui est inadaptée à la société marocaine. Il y a eu aussi, par exemple, on peut dire ceci, c'est que le Maroc connaît un problème agricole, par exemple. Toute la société agricole, tous les pays, enfin une bonne partie des paysans ont été dépossédés de leurs petits lopins de terre, etc., et accaparés par des agriculteurs, par des riches paysans industriels, ou bien par des gens qui veulent construire des résidences secondaires. Donc il y a toute cette masse de gens, les loyers sont très chers dans les centres-villes, il y a donc toute cette masse de jeunes qui traînent, qui aujourd'hui, qui peut s'envoyer des messages, qui est consciente des problèmes. Ça, il y a pas de doute. On voit les riches, enfin, quand on connaît le Maroc, les riches ont un niveau de vie, enfin, quand on est riche, on a un niveau de vie absolument hollywoodien. Et les voitures de luxe qui circulent, les restaurants de luxe. Enfin, moi, je me souviens, j'étais allé à un repas, c'était quasiment le salaire d'une bonne mensuelle. Donc, un peu une société à deux vitesses. Ah oui, c'est terrible. Mais le problème, c'est que, OK, ils sont conscients, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà, c'est ça le problème. Même si, voilà, aujourd'hui, ils se révoltent. Mais ils sont devant un mur. Ils ne veulent pas prendre conscience que c'est la nature du régime. Et ça, ils ne veulent pas le voir. Ils ne peuvent pas le voir parce que. Et donc, il faut changer. C'est-à-dire, il faut
redistribuer les revenus, faire admettre à la caste des riches qu'il faut payer des impôts, qu'il faut redistribuer, qu'il faut rendre, qu'il faut pas spéculer sur les terrains, sur les logements, etc. Donc c'est tout un changement de nature du régime qu'ils ne peuvent pas obtenir parce que le régime table et repose sur cette caste de privilégiés. Vous savez, au Maroc, quand on est commissaire de police, colonel, général, etc., juge, ce sont des gens qui se ramassent quand même des petites fortunes. Et donc, mais au détriment du peuple. Et donc, ces jeunes, ils savent qu'ils ne peuvent pas accéder parce qu'il faut avoir des relations, du piston, etc. Mais ils pensent qu'en manifestant, ils vont obtenir. Et d'ailleurs, ils ont écrit, j'ai mentionné cette lettre du collectif des jeunes de 112, adressée au roi pour combattre la corruption, avoir la justice, etc. Certainement que le roi va faire un discours pour leur dire oui, bon, on va créer 10 000 postes dans la fonction publique, ou 50 000, et les caresser dans le sens du poil, mais il ne peut pas faire autrement. La monarchie marocaine, elle est en phase avec le capitalisme mondial. Des grands industriels qui font des usines à Tanger, etc. Une plutocratie, ce qu'on appelle une plutocratie. Ne tournons pas plus longtemps autour du pot. Alors, vous le dites clairement, puisqu'on va essayer de pousser votre réflexion, que le problème, c'est la monarchie, disons les choses simplement. Il faut changer la monarchie, c'est ce que vous dites, en fait. Bien sûr, c'est un régime prédateur. Voilà. C'est-à-dire, c'est un régime de prédation. Je pense qu'il y a un journaliste marocain qui avait écrit un livre qui s'appelle comme ça, enfin je ne suis pas sûr, mais à peu près le titre, il ressemble à ça, il y a quelques années. C'est un système de prédation, c'est-à-dire on prend aux pauvres, à la classe moyenne, etc., le maximum d'argent et pour le donner aux riches, aux alliés, aux grandes sociétés internationales, le tourisme, aussi par exemple les jeunes ne sont pas d'accord pour la construction des stades, pour la Coupe du Monde de football et de la CAN, qui effectivement prennent un argent fou. Alors pour les téléspectateurs, pour les téléspectateurs, oui. On rappelle que le Maroc est organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations l'an prochain et co-organisateur de la Coupe du Monde de football en 2030. Des événements censés être bénéfiques pour le Maroc, Jacob Cohen. Mais pour l'instant, cet événement, ces constructions de stades, invalident la fameuse devise de l'Empire romain, Panem et Circenses, c'est-à-dire du pain et des jeux, et le peuple sera content. Oui, mais en quoi ils sont bénéfiques? Bon, ok. Bon, j'ai vu, quand je vais au Maroc, des fois, je regarde les jeunes aller au stade. Enfin, ils sont pas dizaines de milliers, c'est un peu leur défoulement. Très bien, d'accord. Ils vivent 2-3 heures de bonheur ou de malheur. Mais en fait, eux, ils sont conscients aujourd'hui que ce sont des dépenses de prestige. Et c'est pas vrai que le Maroc en profite. Enfin, que la classe ouvrière ou le petit peuple en profite. Ça va créer de l'emploi. Il va y avoir des tourismes, oui. Ça va être pour d'autres. Mais en fait, ces 5 ou 6 milliards ou 10 milliards, je ne sais pas combien, ils auraient pu être investis dans des hôpitaux, des écoles, etc. Mais le Maroc, le régime marocain, il suit une logique capitalistique mondialiste. Voilà. Et donc, il veut avoir sa place dans le concert des nations, etc. Et si c'est sur le dos du peuple, du petit peuple, ben tant pis, c'est comme ça. Et c'est ça que les jeunes, moi j'aurais voulu qu'ils prennent, non, ils peuvent prendre conscience, mais ils n'oseraient jamais faire l'analyse réelle du problème. Voilà. Et l'analyse réelle du problème, c'est que c'est la monarchie qui est au centre de tout ce système-là. Voilà. Alors ces futurs événements footballistiques ont aussi un peu mis le feu aux poudres, puisque la population a été témoin de la rapidité, par exemple, de la construction des stades, alors que leurs revendications sociales ont été gelées depuis pas mal de temps. Autre question, autre thématique, Jacob Cohen, par rapport au sujet du jour. Est-ce que la mobilisation marocaine contre la normalisation avec l'entité sioniste de ces derniers mois n'aurait pas, d'une certaine manière, préparé le terrain à cette colère, à cette agora sociale, juvénile dont on est témoin aujourd'hui?
comme ça, intuitivement, je dirais non. Voilà. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'elle soit. D'ailleurs, enfin, à ma connaissance, je ne sais pas en tout cas, il n'y a pas eu de slogan de ce genre. Voilà. Il y a eu des slogans sur le football, sur la corruption, le logement, etc. Mais en fait, cette jeunesse-là aussi a intégré l'idée que la normalisation ayant été décidée par le roi, elle est quelque chose comme, comment dire, peut-être pas nécessaire, mais en tout cas, on ne peut pas réellement aller contre. C'est-à-dire de manière à inverser le cours des choses. Voilà. Alors, je vais préciser ma remarque, parce qu'on sait qu'il y a une alliance militaire entre l'entité sioniste et le Maroc. Une alliance militaire, c'est aussi, Jacob Cohen, une sorte d'influence géopolitique sioniste du Marzen. Donc le Marzen, avec cette alliance, a choisi son camp au niveau du mondialisme, vous l'avez dit. Voire même, le Marzen assume une stratégie d'influence de la part du sionisme. Et on le sait, certains Marocains, même sans doute en haut lieu, ne voient pas la chose d'un bon œil sur fond de génocide à Gaza. Oui, mais le régime, il présente cette alliance avec le sionisme, avec Israël, comme une alliance qui est profitable. D'abord, il y a le Sahara occidental, qui, grâce à cette alliance, il est déclaré marocain par l'Amérique. Et donc, il y a des avantages. Et puis, on leur fait miroiter tous les investissements économiques, comme par exemple le port de Tanger, qui est colossal, etc. Et donc, on leur fait miroiter que la normalisation, c'est-à-dire qui s'est faite avec l'appui de l'Amérique, avec l'appui de l'Europe, etc., il ne faut pas quand même oublier que l'Union européenne, grâce à cette alliance, où on a considéré que malgré le jugement de la Cour de justice européenne excluant le Sahara occidental des accords de pêche avec le Maroc, l'Union européenne a inversé le cours des choses et donc a signé des accords incluant le Sahara occidental. Donc le régime peut présenter ses acquis comme bénéfique sur le plan économique au Maroc. Et encore une fois, il y a un sentiment, comment dire, quelque chose qu'on ne peut pas... on peut à la limite critiquer un peu, mais on ne peut pas remettre en cause la politique royale. Voilà, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette espèce de tabou terrible concernant le roi, et lorsqu'il a pris cette décision, eh bien, on peut émettre quelques critiques, mais on ne peut pas remettre en cause le fondement de cette décision au point d'ébranler le régime. Vous savez, hier, vendredi, j'avais fait une vidéo où je parlais du Maroc. Tous les vendredis, je fais une vidéo avec un site. Et à la fin, il y a l'animateur, il m'a dit, j'ai parlé du Maroc pendant 10 minutes. Et l'animateur me dit, il y a une dernière question, est-ce que vous voulez la prendre? J'ai dit, je la prends. Et donc, le type se présente comme Al-Maghribi. Bon, très bien. Et quelle est votre question? Allahu al-Watan ou al-Malik. Et l'animateur me dit, bon, ben, c'est tout ce qu'il a dit. Est-ce que vous voulez qu'on passe à une autre question? Je lui ai dit, surtout pas. C'est très symptomatique. Voilà quelqu'un, un jeune Marocain, qui m'a écouté 10 minutes de critique, etc. Eh bien, il n'a pas pu résister. Ce qu'il m'a envoyé, la devise du Maroc, ça veut dire ça veut dire on ne touche pas à ces choses-là. Voilà. Alors vous nous avez dit que la monarchie était synonyme de verrouillage de ces contestations sociales, c'est-à-dire ça délimiterait forcément cette colère, ça n'irait pas plus loin, on pourrait se mettre à la porte certains ministres, certains pontes, mais ça ne changerait rien. Au fond, c'est ce que vous êtes en train de dire. Alors Mohamed VI, on le dit souffrant. Il y a actuellement, en tout cas c'est ce qui se dit depuis pas mal de mois, il y a une série d'articles du journal Le Monde qui nous parlent de ces problèmes de santé récurrents. Il y a forcément donc une redistribution des cartes du pouvoir dans le cercle de la monarchie, famille, les vizirs, les héritiers, les oligarques. Alors dernière question, est-ce que le Marzen arriverait selon vous à la fin d'un cycle? Personnellement, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'en fait, le roi représente il y a toute une caste au Maroc, il y a un establishment. Il
il y a l'administration, il y a l'armée, les services de renseignement, il y a les grands commerçants, les affairistes, ceux qui veulent l'alliance avec Israël, avec l'Amérique, etc. Tout ce monde-là s'appuie sur une monarchie stable et donc trouve son intérêt dans une monarchie qui distribue les prébendes et qui assure cette stabilité-là. Et donc, je pense que il n'y a pas de contestation, c'est ça le problème au Maroc, une vraie contestation contre le régime. Tous les militaires ont été domestiqués, les services de renseignement aussi, les hommes d'affaires, les partis politiques, tout ce monde-là est domestiqué. Et donc, je pense que le Marzen a encore de beaux jours devant lui. On suivra en tout cas la situation avec intérêt. Merci Jacob Cohen d'avoir été des nôtres, auteur et analyste. Je vous dis à bientôt et encore, je réitère, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et à bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur AL24 News et on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.